S'étendent de 20 km de la côte ouest du Finistère, longue de 8 km et large de 4, Ouessant a une forme rappelant celle d'une pince de crabe, l'ouest de l'île se divisant en 2 branches. L'altitude maximale est de 61 mètres. Par sa situation, Ouessant est épargné des nombreuses sources de pollution de l'air, ce qui en fait une zone d'étape privilégiée pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs ou perdus en mer. Ouessant bénéficie du label de réserve naturelle de la biosphère depuis 1988. Ouessant a pendant longtemps été une île isolée à cause des nombreuses difficultés d'accès à ses côtes escarpées, créant ainsi une société autarcique. La population locale, presque exclusivement composée de femmes, mis à part les jeunes enfants et les vieillards, pratiquait principalement l'agriculture comme moyen de subsistance. Les hommes étaient engagés dans la marine royale sous l'Ancien Régime et partaient pour de longues missions. Une partie d'entre eux ne revenait jamais. Par la suite, le développement des lignes commerciales a favorisé leur embauche dans la marine marchande. Mais nous sommes venus enquêter sur un autre milieu, le monde sous-marin. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste de cette île, Georges Béron. Georges est un plongeur chevronné, il vient chaque année retrouver son île. Inlassablement et méthodiquement, il photographie depuis 20 ans toute la biodiversité sous-marine. Eh oui, c'est un lieu que je connais bien ici. Nous avons commencé à faire des images en comité assez familiaux qui maintenant s'élargit au public et permet de voir, de permettre au public de voir autre chose, d'apprécier des fonds sous-marins bien agréables. Pour nous, bien agréables. Et pour certains, bien extraordinaires. Donc, comme vient de le dire Delphine, chaque année, il y a un stage de photo, une rencontre photographique organisée à Ouessant. Et donc, à l'issue de cette semaine, on vous propose de vous montrer les photographies qui ont été prises au cours de la semaine par les photographes. La forêt de laminaire est susceptible d'être présente sur les fonds rocheux de quelques mètres au-dessus du zéro des cartes marines jusqu'à plus de 30 mètres de profondeur. Elle représente un écosystème emblématique des eaux bretonnes où elle constitue un des gisements les plus importants d'Europe. Elle joue un rôle clé en zone littorale en constituant un habitat pour tout un cortège d'espèces animales et végétales, en contribuant à la production primaire en tant que ressource naturelle exploitée. Les laminaires ne tolèrent ni les variations de température ou de salinité, ni l'augmentation de la turbidité. Cet habitat est sur les côtes bretonnes principalement structuré par 4 espèces de laminaires. Le Laminaria digitata, le Laminaria hyperborea, le Sacchorhiza et le Laminaria ocoloca. Comme les fucales et les kelps, les laminaires semblent en régression dans toutes les eaux européennes, au moins sans explication claire à ce jour. Cette régression ou disparition localement a une cause probablement multifactorielle. Les pesticides et certains polluants, ainsi que le réchauffement climatique et la turbidité de l'eau pourraient notamment en être la cause. Les forêts de laminaires sont des milieux très riches, hébergeant une zone et une flore variées, représentées par des espèces fixées ou mobiles. À l'image des forêts terrestres,
Elle présente une stratification constituée par des organismes végétaux et animaux de port et de taille différents. Elle abrite des espèces animales d'intérêt patrimoniaux de manière permanente, comme les ormeaux, les étrilles, les congres, ou passagères, les araignées, les tourteaux, les lieux, les bats. Paradoxalement, peu d'animaux qui habitent ou fréquentent les champs de laminaires sont herbivores, car peu, l'oursin, Equinus, par exemple, sont en mesure de pouvoir digérer les constituants des laminaires. Des filtreurs s'y fixent également. Outre les bryozoaires et les hydraires, on y rencontre des spongiaires et acidies. Enfin, bon nombre de poissons multicolores perchent sur les crampons ou nagent parmi les frondes, comme les blennies et les labres.
Enfin, les prédateurs du large comme le bar ou le lieu jaune viennent parfois y faire un tour. J'étais moniteur, disons, acharné. Non, et membre au boulot de moniteur. Et il y avait des copains plus spécialisés vers les épaves, vers les recherches, vers la ferraille. Le côté historique m'intéressait, parce que je faisais des recherches au musée de la Marine de temps en temps. Ouais, un plaisir, quoi. Un plaisir de savoir ce qui a pu se passer au fond, surtout les drames. Les drames, c'est toujours quelque chose de frustrant. Il y a combien d'épaves ici à peu près? Oh, des milliers. Des milliers? Des milliers, oui, absolument. Des milliers? Ouais, ouais. Alors, on peut dire des milliers parce que depuis la nuit des temps, il y a eu des bateaux. Et ce que nous connaissons surtout maintenant, ce sont les épaves de 1850 à nos jours, qui sont des épaves où il y a du métal, quoi. Mais avant, les épaves bois sont effondrées, il ne reste plus rien. Des centaines, sans doute des milliers de naufrages se sont produits au fil des millénaires dans les parages d'Ouessant. Surnommée parfois l'île de l'épouvante, la mer avoisinante étant qualifiée de cimetière des navires. Réputée pour leur dangerosité en raison des centaines d'écueils et de la violence des courants, l'île d'Ouessant est la plus inaccessible de toutes celles que les marins n'abordent qu'en tremblant, écrit par exemple le journal de Gil Blas, le 2 août 1882. Rappelons aussi le célèbre dicton « Qui voit Ouessant voit son sang ». L'effroi était si gros que selon quelques témoignages, les marins récitaient les litanies de la mer lorsqu'ils doublaient Ouessant, comme le raconte par exemple Eugène Sue.